Alors, pour la suite de ce cours, en fait, on va simplement noter de façon formelle les 2 ou 3 petites choses que nous avons observées dans cette introduction. Alors, petit 1, racine, forme factorisée et forme développée. Je vous laisse écrire, hein, bien sûr. Alors, non, on va pas faire de points. On va juste écrire qu'un polynôme du second degré, il peut s'écrire de plusieurs façons. De plusieurs façons. 2 points. Alors la première, c'est la forme développée. La forme développée. Donc ça, c'est notre forme classique. Ax au carré plus bx plus c. Et a, b, c vont prendre une valeur fixe. Par exemple, on va prendre le polynôme qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, x au carré moins 7x plus 10. Voilà, donc ici a vaut 1, donc on ne le voit pas parce que x au carré c'est la même chose que 1 fois x au carré, b vaut 7, moins 7, pardon, et c vaut 10. Alors l'autre forme qui existe, ça s'appelle la forme factorisée. La forme factorisée, et donc par exemple, donc elle est de la forme générale a, et a ce sera le même a qu'ici, ce sera toujours le même nombre, et on notera x moins x1, je vous explique juste après ce qu'est ce x1, et x moins x2. Donc x moins x1, facteur de x moins x2. Je vous donne l'exemple et je vous explique pourquoi ça s'appelle x1 et x2. Mais je vais d'abord vous donner l'exemple. Alors l'exemple, on va reprendre le même que celui qu'on avait utilisé, x moins 2, facteur de x moins 5. Donc exemple, x moins 2, facteur de x moins 5. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce x1 et ce x2? Alors c'est un petit peu difficile à comprendre, mais en fait, on aurait pu donner une autre lettre. Par exemple, j'aurais pu dire x moins d et x moins e. Ça aurait peut-être été un peu plus clair. Ces lettres-là, ça représente le nombre qu'on a ici. Donc là, c'est 2 et 5, mais parfois, ça peut être d'autres choses. Alors pourquoi est-ce qu'on les a appelés x1 et x2? Parce que ils sont un petit peu spéciaux. Ce sont les racines. Ok? Donc, on va écrire la définition formelle de ce qu'est une racine, et puis je vais revenir là-dessus. Donc, si ce n'est pas encore tout à fait clair, pas d'inquiétude. X1 et X2 sont les racines du polynôme. C'est-à-dire les valeurs pour lesquelles
polynôme s'annule. Alors, je donne tout de suite un exemple. Exemple. Donc si je reprends ce polynôme, pour x-2 facteur de x-5, lorsque x est égal à 2, donc je vais mettre que ce polynôme il s'appelle f de x. Donc pour f de x égale x-2 facteur de x-5, lorsque x égale 2, alors f de 2 égale x-2 devient 2-2, et x-5 devient 2-5. Alors, lorsque x égale 2, ça prend la valeur 0. Ok? Et du coup, comme on multiplie par 0 l'ensemble du polynôme, bah du coup, f de 2 sera égal à 0. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire quand je dis que le polynôme s'annule. Ça veut dire que donc ma fonction devient égale à 0, tout simplement. De même, lorsque x égale 5, alors f de 5 égale, donc x est remplacé par 5, donc ça devient 5 moins 2 facteur de 5 moins 5, ça c'est égal à 0. Donc, comme ça c'est égal à 0, je multiplie un nombre par 0, donc tout est égal à 0. Donc, lorsque x égale 2 ou x égale 5, f de x égale à 0, le polynôme s'annule. Donc on dit que 2 et 5 sont les racines du polynôme. On dit que 2 et 5 sont les racines de f de x, ou les racines de f. Voilà. Donc ici, x1 et x2, bah dans mon exemple, c'est 2 et 5. Donc x1, ça veut dire, le 1, ça veut dire la première racine, 2, et x2, ça veut dire la deuxième racine, 5. Hein? Donc en fait, cette écriture x moins x1, ce qu'elle signifie, c'est x moins la racine numéro 1, et x moins x2, ce que cette écriture signifie, c'est x moins la racine numéro 2. Hein? Donc, je sais qu'elle peut prêter un peu à confusion, cette écriture, elle est un petit peu difficile, mais je vous la mets parce que c'est celle qu'on utilise habituellement. Ici, x, ça a valeur de variable, c'est le nombre qui change, mais x1, il est fixé une fois pour toutes. Hein, dans cet exemple, x1, il vaudra toujours, enfin, il vaut 2. Et pareil, ici, x2 est fixé une fois pour toutes, il vaut 5. Mais comme ici, x-2 facteur de x-5, c'est un polynôme particulier, moi que je veux généraliser, bah, je ne peux pas mettre 2 et 5. Je suis obligé d'utiliser un nombre général. Voilà, donc je l'appelle x1 et l'autre je l'appelle x2 parce que c'est la tradition de les appeler comme ça, les racines. Ok. Alors pardon, avant de continuer, on va souligner en rouge le mot forme développée, à connaître par cœur, le mot forme factorisée, à connaître par cœur, le mot racine, ok, et puis bien sûr la forme développée, il faut la connaître par cœur, et la forme factorisée, il faut aussi la connaître par cœur. Hein. Donc vous pouvez mettre un petit cœur à côté de ces choses-là, elles sont à connaître par cœur. Petit 2. Représentation graphique.
Alors moi, je vais vous mettre une jolie représentation graphique, hein. Je vais tricher un petit peu. Vous allez être obligé de la faire à la main. Donc, je reprends celle de notre exemple de tout à l'heure. Et je la colle ici. Donc vous pouvez la copier dans votre cahier en essayant de la faire la plus jolie possible. C'est la même que celle qu'on avait fait ici. Alors, ici, c'est la première racine. Et ici, c'est la deuxième racine. Vous pouvez noter ce que je fais, ce que j'écris au tableau. C'est la deuxième racine. Donc elle vaut 2. Et celle-ci, elle vaut 5. Donc la première et la deuxième racine, c'est toujours l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses une première fois, puis coupe l'axe des abscisses une deuxième fois. Et on a un axe de symétrie. L'axe de symétrie, il est là. Pourquoi? Parce que imaginez que ça se soit un pliage. Si par pliage, je replie cette partie à gauche, je la replie sur la partie à droite, vous voyez que ça va venir se coller. Donc il y a un axe de symétrie. Axe de symétrie. Donc première racine, on va mettre une précision. Comme c'est la première racine, vous vous souvenez, son nom c'est x1. On va mettre que x1 est égal à 2. Et la deuxième racine, vous vous souvenez, son nom c'est x2. Et x2 est égal à 5. Et alors l'axe de symétrie, il est situé à un endroit bien précis. Souvenez-vous ce qu'on avait dit. On avait fait un petit calcul là, qu'on a remis ici. On avait dit, puisque l'axe de symétrie, il est pile au milieu entre 2 et 5. Et pour trouver la moyenne, on fait cette formule. Donc le premier nombre plus le deuxième nombre, 2 plus 5. Et ensuite divisé par 2 parce que j'ai deux nombres. Donc ça, c'est la même formule que la formule de la moyenne. Et ça fait 3,5. Okay, donc, si je reprends la formule qu'on avait, n'écrivez pas ce que j'écris, parce que je vais l'effacer. Si je veux généraliser, à la place de 2, je vais mettre x1, le nom de ma première racine. À la place de 5, je vais mettre x2. Et ça me donne l'axe de symétrie. Et ça, c'est non seulement l'axe de symétrie, mais c'est aussi le sommet de la parabole. Et si je veux être plus précis, x1 plus x2 sur 2, ça désigne l'endroit ici, là, où ça vient couper l'axe des abscisses. Donc en fait, ça c'est l'abscisse de l'axe de symétrie, et c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est à connaître par cœur. Donc la formule, et que la formule, elle correspond à l'axe de symétrie, à l'abscisse de l'axe de symétrie et à l'abscisse du sommet de la parabole. Okay, et puis aussi, de savoir que la deuxième racine et la première racine, elles sont à l'endroit où notre courbe représentative vient croiser l'axe des abscisses. Et on va écrire un petit 3. Oui, c'est ça, on était au petit 2. Donc on va écrire un petit 3. Un petit 3. Signe de f. Alors regardez. Quand j'ai une fonction qui a cette forme, là, elle est comment, la fonction? Est-ce qu'elle est négative ou positive? Quel est son signe? Là, on est sur du positif, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, jusqu'à la première racine, on est sur du positif. Après, dans cette zone, on est comment? Négatif ou positif, à votre avis? Oui, on est sur du négatif, puisqu'on est sous l'axe des abscisses. Donc, entre les racines, la fonction est négative. Et puis là, il y a la deuxième racine, et après la deuxième racine, la fonction est à nouveau positive. Donc,
si on a une courbe qui sourit. Attendez, je vais la refaire un peu jolie. Donc on a notre première racine, x1, notre deuxième racine, x2. Et donc là, ce sont les valeurs de x. Donc x, il va de moins l'infini à plus l'infini. Quand je vais là à droite, ça va faire plus l'infini. Quand je vais à gauche, ça va faire moins l'infini. Et puis f de x. Sur toute la zone de moins l'infini jusqu'à x1, donc de moins l'infini jusqu'à x1, x est positive. En x1, f de x est positive. F de x coupe l'axe des abscisses. Donc à cet endroit, la fonction s'annule, elle vaut 0. Donc je mets 0. Entre x1 et x2, ici, la fonction est négative. Donc je mets un moins. En x2, la fonction remonte. Là, elle coupe l'axe des abscisses, elle vaut 0. Et puis à droite, ça redevient positif. Okay, donc j'ai un tableau de signes, plus, moins, plus. Maintenant, alors vous prenez tout ça en note. Et maintenant, vous appuyez sur pause et puis vous essayez de le faire quand la fonction est comme ça. Donc maintenant, x1 est là et x2 est là. Et essayez de remplir le même tableau de signes ici. On va voir si vous y arrivez. Alors, je vous donne la correction. Donc, x prend des valeurs à nouveau de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et f de x, qu'est-ce qu'il vaut? Et bien, avant x1, il est négatif. Donc, de moins l'infini jusqu'à x1, ici, c'est négatif. En x1, ça s'annule. De x1 jusqu'à x2, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est positif. En x2, ça s'annule à nouveau. Et après x2, ça retombe, donc ça redevient négatif. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Là, on avait plus, moins, plus. Et là, j'ai moins, plus, moins. Et donc là, c'est le cas où si on a une courbe comme ça. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une courbe comme ceci ou une courbe comme cela? Eh bien, rappelez-vous, vous vous souvenez, dans le chapitre, quand on avait parlé avant des fonctions polynômes du second degré, on avait dit que quand j'ai une forme ax carré plus bx plus c, on avait dit que c'était a. Qu'est-ce qui se passait en fonction du signe de a? Vous vous souvenez? Si a est positif, on a une courbe comme ça. Si a est négatif, on a une courbe comme ça. Donc, on va se le rappeler. Là, a est positif. Et là, a est négatif. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que, regardez, si A est positif, c'est positif à l'extérieur des racines. Si A est négatif, c'est négatif à l'extérieur des racines. Donc ce que j'appelle l'extérieur, c'est cette zone avant et la zone après. Et puis là, c'est la zone avant et la zone après. Hein. Donc autrement dit, cette zone ou cette zone. Donc on peut marquer cette petite phrase à retenir. Le signe de f de x est le même signe que a à l'extérieur des racines. Et une petite remarque pour conclure, c'est que quand je parle de a, on avait dit un peu plus tôt que ce a là, c'était le même que ce a là. Ok? Ok? Et c'est le même que ce a là. Donc en conclusion, dans cette... pardon, je suis perdu. Dans cette façon d'écrire la forme factorisée, on a beaucoup d'informations. Conclusion. Il y a beaucoup d'informations
dans la forme factorisée d'un nombre. D'un polynôme, pardon. Il y a beaucoup d'informations dans la forme factorisée d'un polynôme. Alors, plutôt que de vous l'expliquer, en fait, je vais vous faire un mini-exercice. Et mon explication, ce sera la correction. Mini-exercice, je vais vous donner des polynômes et vous allez devoir tracer à la main leur forme représentative. Donc, tracer la courbe représentative de 5 facteurs de... ou non, attendez, plutôt, on va faire légèrement différemment. Je vais vous demander de relier la fonction à sa courbe représentative. Donc, je vous écris 3 fonctions, ok? Et je vais vous mettre 3 courbes représentatives et vous allez devoir trouver laquelle appartient à laquelle. Alors, attendez, je fais juste une petite modification. Voilà, hop, je colle ma dernière image. Bien. Alors, je fais la première avec vous. Puis les deux autres, vous allez essayer de les trouver toutes seules. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oups. Ok. Alors, 5 facteurs de x-1, facteur de x-2. Ok? Bon, 5. Donc, A, il est positif. Donc, forcément, c'est une courbe qui sourit. Ok? Donc, ça peut être que celle-ci. Maintenant, regardons au niveau des racines. La première racine, c'est 1. Et la deuxième racine, c'est 2. Est-ce que ma courbe, elle passe bien par l'axe des abscisses en 1? Oui. Et en 2? Oui. Donc, c'est forcément celle-ci. Ok? Je vous laisse essayer de trouver les deux autres. Donc, par exemple, celle-ci, on va dire que c'est la numéro 1, celle-ci, c'est la numéro 2, et celle-ci, c'est la numéro 3. Donc, elle, on la relie à la numéro 3. Allez-y, essayez de faire l'exercice, puis je corrige après. Ok. Alors, regardons la deuxième. Au niveau des racines, on a 1 et 2. Donc, forcément, ça pouvait être que celle-ci ou celle-ci, puisque là, on a aussi des racines qui passent en 1 et en 2. Là, ça ne va pas, c'est moins 2 et 1. Donc, en 1 et 2. Et le A, il est négatif. Donc, ça veut dire que c'est une courbe qui fait la tête. Qui fait la tête. Donc, forcément, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est la courbe numéro 1. Elle est reliée à la courbe numéro 1. Et alors, regardons celle-ci maintenant. On a un A qui est négatif, donc elle fait la tête. Donc, ça colle bien à celle-ci. Maintenant, la première racine, c'est 1. Donc, ici, ça passe bien dans l'axe, ça croise bien l'axe des abscisses en 1. Et la deuxième racine, c'est 2. Et vous allez me dire, mais ça va pas là, il n'y a pas de 2. C'est en moins 2. Bah oui, en fait, le moins 2, il est caché là. En fait, la formule pour la racine, c'est x moins la racine. Donc, si ma racine c'était 2, j'aurais x moins 2. Mais là, j'ai pas x moins 2, j'ai x plus 2. X plus 2, en fait, c'est x moins moins 2. Puisque plus, c'est moins et moins. Donc, ça veut dire que ma deuxième racine, ce n'est pas 2, c'est moins 2. Et là, vous voyez qu'on a effectivement moins 2 à l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, cette courbe représentative, c'est la numéro 2. Donc, peut-être que, avant de prendre en note, vous pouvez recopier juste ce petit truc. Quand j'ai a facteur de x moins x1, donc ma première racine, et x moins x2, ma deuxième racine, ça, vous pouvez noter que ça nous indique si on a une courbe qui fait la tête ou
une courbe qui sourit. Ok? Et x1 et x2, ça nous indique l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc ici, on va avoir x1 à gauche, et à droite, on aura x2. Ok? Donc rien qu'avec ça, je peux avoir beaucoup d'informations sur ce à quoi ressemble ma courbe. C'est pour ça que la forme factorisée, où est-elle? La forme factorisée est supérieure à la forme développée. Elle a beaucoup d'informations. Et voilà, cette séquence est terminée. Vous pouvez donc prendre en note ce que je viens de dire. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prenez une feuille blanche, et sur votre feuille blanche, vous essayez d'écrire, sans regarder ce qu'on a pris en note, de reconstituer tout le cours. Et d'essayer de se souvenir d'un petit peu tout ce qu'on a dit. Puis après, vous comparez par rapport au cours. Ça va vous aider à mémoriser tout ça. Hein? Et puis peut-être je mets, parce que je ne l'ai pas dit, là, tous ces tableaux, ils sont à connaître par cœur. Donc on peut les encadrer en rouge. Voilà. Et puis cette petite phrase aussi, elle est à connaître par cœur. Donc on met aussi un petit cœur. Voilà. Maintenant cette séquence est terminée. Essayez aussi quand vous ferez votre feedback là en cachant cours, de vous souvenir des choses vraiment par cœur